Le groupe F, messieurs, celui de l'Allemagne, le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Baptiste, donc encore une fois, Allemagne et Suède ne font pas partie des équipes le quart opposé, donc on laissera aux spécialistes de l'Allemagne et de la Suède, donc notamment pour la Suède, le site Nordisk, se charger de vous la décrypter, de vous dire tout ce qui concerne ces sélections. En revanche, pour le Mexique et la Corée du Sud, c'est pour nous. La Corée du Sud qui a déjà été rapidement tout à l'heure un peu décrypté par Baptiste qui a passé une tête. Alors que Baptiste est arrivé, Baptiste fait son entrée. On va arriver au fur et à mesure à ta Corée, elle n'est que groupe F. Mais comment vas-tu, Baptiste? Ça va, je reste pas longtemps. Je vais juste vous dire. Ah, tu restes pas longtemps. Alors, qu'est-ce que tu penses du tirage de la Corée du Sud, si tu ne fais que passer une tête? Donc, on va se faire éclater par l'Allemagne, c'est sûr. Là, il n'y a rien à dire. L'Allemagne sera largement plus fort que nous. Mais j'ai de l'espoir face à la Suède et pourquoi pas une petite surprise face au Mexique, on sait jamais. Voilà. D'accord. Juste Donc, pour ça. tu as envie de te donner. Tu as envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Quand j'ai vu les matchs face à la Colombie, à la Serbie, je me dis que ça peut être chiant à jouer la Corée désormais. C'est plus le même avis que j'avais avant, après les qualifs. J'ai vu une équipe qui a beaucoup plus progressé en 2 mois. Donc je me dis pourquoi pas jusque 18 juin, ça sera bien plus fort. Donc ça peut être assez chiant. Et j'y crois un petit peu. Je vous dis pas que c'est certain, mais j'y crois un petit peu plus. Voilà. Baptiste, qui est un vrai envoyé spécial, puisqu'il est en train de nous parler directement depuis la rue. On peut l'entendre derrière du travail, mais ça, c'est l'engagement lutin opposé, c'est assez magnifique. Donc, ta Corée du Sud qui affrontera l'Allemagne, le Mexique, la Suède, la Corée du Sud qui a un peu hype en ce moment en France, grâce aux très bonnes performances en club de Kwon de Dijon et de Souk de Troyes. Jaune. Voilà, exactement. Voilà. Donc, merci, je voulais juste donner mon petit avis. Voilà. Je vous laisse, les gars. Bien. Ciao, Baptiste. La Corée du Sud qui encore une fois fait partie de ces équipes qui ont un problème d'instabilité puisqu'ils ont perdu leur entraîneur en fin de qualification, l'allemand Stieleke qui est dont l'équipe de France 82 tremble encore en entendant ce nom-là. La Corée du Sud, ma foi, commence à faire des meilleurs matchs, nous avait dit Baptiste, et lui, il était plutôt positif en se disant que la Corée du Sud avait peut-être les armes pour aller taquiner la Suède et le Mexique, probablement pas l'Allemagne. Mais Diego, tu es spécialiste Mexique, Diego et sa chaise qui grince. Diego, le Mexique, alors, dans ce groupe d'Allemagne, Suède, Corée du Sud, qu'en penses-tu? J'ai envie de dire, comme souvent, finalement, j'ai eu le temps de repenser à ce tirage, et finalement, comme souvent, le Mexique se retrouve avec une nation quand même vraiment, vraiment difficile à battre, c'est l'Allemagne. Et finalement, c'est un groupe assez homogène, je trouve, derrière, avec la Suède qui a embêté la France, qui a embêté l'Italie. Et la Corée du Sud, c'était aussi le cas il y a 4 ans. On le rappelle, il y a 4 ans, le Mexique était avec le Brésil donc le pays organisateur. Et il y avait également la Croatie et le Cameroun. Et chaque Coupe du Monde, plus ou moins, le Mexique, en tout cas du côté français, on se demande si le Mexique va passer. Il y avait la Croatie et le Cameroun l'an dernier, enfin il y a 4 ans. En 2010, il y avait la France, l'Uruguay et l'Afrique du Sud, pareil. Peut donner cher de la peau du Mexique qui finalement se qualifie à chaque fois pour les huitièmes. Donc là, pour moi, c'est le même constat. C'est l'Allemagne largement devant et ensuite, ça va y avoir une belle lutte juste derrière. Je dirais qu'au niveau du calendrier, la pire des 3 équipes entre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud, c'est le Mexique. Parce que le Mexique va affronter l'Allemagne dès le début et donc elle jouera ensuite contre la Corée du Sud et en tout dernier contre la Suède. Donc on peut éventuellement penser que le Mexique et la Suède se battront pour cette 2e place. Je ne suis pas vraiment au courant de l'état de forme de la Corée du Sud, donc voilà, je laisserai Baptiste et les autres, ceux qui sont au courant de cette équipe, du niveau de cette équipe, en juger. Mais je vois cette espèce de finale Mexique-Suède assez identique au Mexique-Croatie de la dernière fois, en 2014. Je ne sais pas, Nico, ce que tu en penses, toi qui connais aussi le Mexique et les autres équipes. Nico, es-tu avec nous sur le Mexique? Oui, il fallait juste que j'appuie sur le bouton pour le micro. Ça marche mieux généralement. Écoute, oui, je pense aussi que ça va se jouer avec la Suède. Je suis d'accord. Même si Baptiste voit des progrès dans la Corée du Sud, une fois de plus,
ça part de loin, tout de même, tout cela. Même si on voit certains Sud-Coréens qui s'installent dans de bons championnats européens. Et voilà, mais c'est à l'état individuel. On sait que c'est compliqué de mettre en place quelque chose en sélection. Donc, ce serait peut-être ma réserve sur la Corée du Sud. Donc, j'imagine assez rapidement que ça va se jouer avec la Suède. Et je suis d'accord avec Diego, se taper l'Allemagne d'entrée, waouh, c'est costaud pour le Mexique. Le souvenir, en plus, il est douloureux, hein, parce que la Coupe des Confs, ça a été une catastrophe. Voilà, beaucoup de choses vont quand même dépendre de ce match-là. On connaît aussi les Mexicains, c'est-à-dire que si ça se passe pas bien, qu'il y a quand même, on va dire les choses clairement, il y a quand même de fortes chances pour que ça se passe pas bien face à l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne, et on sait très bien que si ça se passe pas bien, ça peut vite partir en couille au Mexique, au niveau de la presse, au niveau du public, voilà. Après, la chance, et ça, Diego, tu me contrediras ou pas, je sais pas. Enfin, c'est l'impression que j'ai vu de loin, vu les déclarations d'Osorio, c'est que ses joueurs sont avec lui. Et ça, c'est exactement ça. Le problème, voilà, c'est que le Mexique est coaché par Osorio, un Colombien, un étranger. Ça a fait pas mal jaser, mais c'était pas la première fois. Et finalement, ça a plutôt marché la plupart du temps quand les étrangers venaient. Il a beaucoup de pression de la part de la presse. Là, on a un autre exemple dans le championnat mexicain. Il y a le coach espagnol Paco Gémez qui se barre du Mexique principalement à cause de la presse. C'est vrai qu'une défaite d'entrée, ça pourrait mettre vraiment la sélection en danger. La presse mexicaine est vraiment pas un allié généralement pour le sélectionneur dans ce pays. La pression est énorme autour de la sélection parce que c'est surtout quand tu es dans un pays comme le Mexique où il y a énormément de violence, où il y a énormément, enfin c'est la guerre dans la moitié du pays, il y a énormément d'attentes derrière la sélection. Le fameux 5e match, ça fait 5 fois de suite que le Mexique est éliminé dès les au 8e de finale, au stade des 8e de finale. Donc il y a ce fameux 5e match que le Mexique veut atteindre. J'ai envie de dire, même si le Mexique passe, c'est le Brésil en 8e. Donc voilà. Ou le Costa Rica. Ou le Costa Rica. Ce sera le running gag de la soirée. Ouais, le Costa Rica, le match le plus intéressant parce que le Mexique, en rencontrant la Croatie en 2014, doit gagner pour se qualifier. Et le Mexique explose complètement la Croatie. J'ai dit le Costa Rica, c'était la Croatie. Le Mexique explose complètement la Croatie de Modric et de Rakitic. Le Mexique gagne 3-1 en ayant mené 3-0 et en se prenant un but dans les arrêts de jeu. Le match le plus intéressant de cette poule, il me semble que c'est le Mexique-Suède. Vraiment, c'est le dernier match. Ouais. C'est lui qui va probablement déterminer qui sera la deuxième. Donc évidemment, Baptiste sera pas d'accord avec moi, peut-être, mais c'est l'impression que j'en ai. Ce sera, je pense, une opposition de style. Le Mexique, quel que soit son niveau de performance, aura toujours le même style de jeu. Le Mexique va jouer au foot parce que de toute façon, c'est ce qu'ils savent faire. Ils savent pas défendre. C'est une équipe qui est extrêmement mauvaise en défense, qui joue avec des défenseurs centraux sur les côtés à la place de latéraux. Je vois une opposition de style entre une Suède pas forcément joueuse et un Mexique joueur. Si le Mexique est en confiance et a confiance en son jeu, je pense que le Mexique doit passer face à la Suède. C'est pas parce que la Suède a éliminé l'Italie que il faut se dire la Suède est favorite. En tout cas, il ne faut pas que les Mexicains se sentent inférieurs. Parce que quand le Mexique se sent inférieur à une équipe, elle perd. Parce que c'est son histoire. C'est l'histoire à la fois de sa sélection et c'est l'histoire à la fois du pays. C'est un pays qui vit toujours en soumission de l'adversaire. Depuis l'arrivée des Espagnols jusqu'à la présence des États-Unis à ses côtés. Et c'est exactement la même chose en football. Dès qu'elle a affronté quelqu'un de fort, elle se faisait taper. Donc il faut vraiment qu'elle parte du principe que elle est capable de battre la Suède. Là, je suis parti dans un peu le non, mais tu as raison. Et je tiens à rappeler que j'en ai souvent parlé du contexte sociopolitique et historique du Mexique par rapport à ses performances en football. Je trouve aussi, puisque j'y ai vécu aussi, et que je suis un peuple que je connais assez bien, ses performances et la mentalité qu'il y a autour de cette équipe, elle est imprégné par son histoire et par la mentalité mexicaine, comme tu le dis. Il y a des philosophes qui ont écrit des bouquins là-dessus qui t'expliquent que le fait que le Mexique ait été dominé tant de temps par soit un envahisseur, soit un voisin trop opprimant, eh bien, ça a beaucoup influencé sa façon de vivre et sa façon de jouer également. Donc voilà, c'est ça. Et d'un autre côté, inversement, une très grande condescendance envers ses voisins du sud de l'Amérique centrale. C'est ce qui se passe souvent lors de Gold Cup, lors des qualifications. Oui, je le dis sans aucun problème. J'assume complètement. Et donc voilà, donc d'un autre côté, prendre l'adversaire Corée du Sud, Suède au sérieux, être sûr de sa force, mais pas les négliger, mais
se dire que en ayant 0 point avant le match de la Corée du Sud, ça n'annihile aucunement tes capacités à te qualifier en huitième de finale. Diego, j'ai une question pour toi. Une dernière question pour le groupe F et on va avancer, messieurs. Question, Diego, est-ce que le Mexique aussi a un affront clairement à laver, puisque la dernière grande compétition je parle de grande compétition, la Copa América Centenario, ils en ont pris une bonne en quart de finale, donc ils ont clairement un affront à laver, et ça peut, est-ce que ça peut les aider, je pense, moi je pense que ça peut les aider plutôt que leur desservir. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Les aider dans quel sens? Bah, ça va, ils vont avoir les dents qui rayent le parquet, comme on dit. Ils en prennent quand même 4 face au U23 allemand l'année d'après. Hein. Moi, je pense que ce match contre l'Allemagne est beaucoup plus important que le 7-0 contre le Chili. Déjà, ce qui était assez marrant, c'est que quand le Chili s'est fait éliminer au Mexique, c'était ouais, youpi, le Chili ne nous battra pas. Donc voilà. Finalement, j'ai l'impression que ce 7-0 a été pris avec un peu plus de légèreté. Finalement, le 4-1, donc en fait, on le rappelle, hein, c'était en quart de finale de la Coupe des Confédérations là, cet été, pris par l'Allemagne, va beaucoup plus être présent dans la tête. Demi va beaucoup plus présent, oui, demi, pardon, il n'y a pas de quart. Va être présent dans les têtes mexicaines bien plus que le 7-0 contre le Chili. Oui, tu dis que c'est la dernière grande compétition, mais le Mexique joue toujours la Copa América de manière un peu particulière et la Coupe de Confédération, c'est une confédération qui avait été prise au sérieux. Où il y avait la sélection A avec les meilleurs joueurs, donc c'était celle-ci qui avait été prise au sérieux. Elle avait fait plutôt une bonne phase de poule, hein, le Mexique, mais dès le match contre l'Allemagne, c'était plié au bout de 6 minutes. Il y avait 2-0 pour l'Allemagne. Le Mexique, comme tu l'as dit, a tendance fortement à courber les chines, voilà, tout simplement. Dès qu'il se pense plus faible, alors que pas forcément. Mais généralement, à respecter la hiérarchie finalement, parce qu'à courber les chines face aux gros, mais aussi à battre ceux dont ils sont censés battre, ceux qui sont censés battre. Qu'il y ait Rakitic et Modric dans le milieu adverse ou pas. D'accord, voici pour le groupe F de l'Allemagne, du Mexique, de la Suède et de la Corée du Sud. Je file, messieurs, merci beaucoup. Ah bah Diego, tu nous quittes? Je vous quitte, je vais travailler. Hasta luego, compadre. Hasta luego. Carnal. Je dois aussi y aller, les amis. Je dois retourner au travail. La pause est finie. Salut, mon Rod. Ciao, amigo. Bisous à Medellín, alors. Ouais, voilà. El patron. El patron. Ciao. Merci d'avoir été là, les gars. Voilà pour le groupe F donc de l'Allemagne, hein, qui reste évidemment un des favoris du mondial, le tenant du titre, favori à sa propre succession, et favori du groupe. Et après, derrière, ma foi, en effet, ça peut être serré entre le Mexique, la Suède et la Corée du Sud. Aux groupe G, celui de la Belgique, de l'Angleterre, de la Tunisie et du Panama. Belgique et Angleterre, je l'ai déjà dit, on va laisser ça aux médias spécialistes du Belgique et de l'Angleterre, et nous on va parler de la Tunisie. On va commencer par la Tunisie de Pierre-Marie, de la zone Afrique, l'Afrique de Pierre-Marie Gosselin et de Farouk, qui ne peut pas être là avec nous, mais peut-être qu'il arrivera à nous transmettre quelque chose sur la Tunisie. Pierre-Marie, c'est compliqué pour la Tunisie comme groupe, ça, quand même, non? Belgique, Angleterre, c'est costaud, quand même. Ouais, c'est pas un très bon tirage pour eux, même si quand même je maintiens que la Belgique, c'est pour le premier chapeau, c'est pas trop mal. L'Angleterre, c'est pas non plus le cadre qu'il était dans le passé, donc ça va être difficile. Ça va quand même être difficile pour ces Tunisiens, mais un petit problème pas après tout. Ils vont commencer... Alors, si tu peux répéter, tu disais ça va être difficile, mais tu allais dire pourquoi pas. Donc vas-y, si tu peux répéter pour la Tunisie. Non, je dis pourquoi pas. Ils vont jouer leur premier match contre l'Angleterre. Donc déjà, voilà, s'ils arrivent à obtenir un bon résultat, un match nul ou une victoire, ça va bien les lancer dans la compétition, et puis ça leur permettra de pouvoir rivaliser à armes égales avec la Belgique et ces mêmes Anglais pour essayer de sortir de la poule. Après, voilà, c'est sûr que l'équipe tunisienne, c'est une équipe qui se base sur beaucoup de joueurs locaux. Il y a quand même de bons manières de ballon. Moi, je pense à Wabi Kazri là, qui est en train de revenir plutôt pas mal avec le Stade Rennais. On a aussi Msakni qui a qualifié la Tunisie à lui tout seul sur les quelques derniers matchs de phase de qualification. C'est clair que sur le papier, ils seront pas parmi les favoris, mais après dans le jeu, dans le déroulé du groupe, est-ce que vous avez s'en sortir. Est-ce que vous pouvez redonner l'ordre des matchs de ce groupe du coup, s'il vous plaît, ou c'est quelqu'un là? Moi, je n'ai pas l'ordre. Je sais juste que le premier match, c'est Tunisie-Angleterre et Belgique-Panama. J'avoue, je n'ai pas l'ordre non plus des matchs. Je vais essayer de trouver ça.
Donc oui, tu disais Ben, Belgique, pour terminer Belgique, sur- Tunisie, Belgique, Tunisie en deuxième. D'accord. Donc la Donc Tunisie les deux, terminera. voilà. Ok, donc ça veut dire Ouais, c'est ça. Alors, des matchs, Ok. Belgique-Panama, Belgique-Tunisie, Belgique-Angleterre. Donc, pour le Panama et pour la Tunisie, ce sera d'abord l'Angleterre et après. Il y a fort à penser qu'on va avoir, enfin, si on doit jouer au bookmaker, il y a fort à penser qu'on aura 2 équipes à 6 points et 2 équipes à 0 points au Bah, moment d'aborder le Malheureusement, dernier ouais. match de poule. Ouais, disons que le problème pour le suspense, c'est que le Angleterre-Belgique arrive en dernier. Ça aurait été beaucoup plus sympa qu'il arrive au départ. Ouais, c'est clair. Et je pense que l'Angleterre et la Belgique, par rapport à la Tunisie, c'est que ces deux équipes ont des joueurs capables aussi de faire la diff et de entre guillemets de tuer le match sur une action, que ce soit Hazard pour la Belgique, alors Lukaku qui est aussi à Manchester United, et l'Angleterre, ils ont Harry Kane qui marche sur l'eau depuis 2 saisons, et ça peut être aussi très compliqué pour la Tunisie. Parce que la D'accord. Oui, Tunisie je n'a pas suis ce joueur-là. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. C'est vrai que la Belgique et l'Angleterre a des joueurs que n'a pas la Tunisie, mais la Belgique et l'Angleterre ne sont pas non plus des équipes extrêmement régulières. Moi, je me souviens d'Eden Hazard à l'Euro, à part son match contre son 8e de finale, je crois, contre la Hongrie. Son Euro est pas exceptionnel. Au contraire, il est même très très moyen. L'Angleterre, c'est la même chose. On sait que quand c'est les grandes compétitions commencent, ils répondent rarement présents. La pression va être plutôt sur eux. Et cette position d'outsider peut quand même servir à la Tunisie, même si c'est clair qu'ils sont pas du tout favoris et que ce serait un grand exploit qui passe. Mais pour moi, c'est possible, surtout que les 2 Européens ne sont pas si costauds que ça. C'est pas les Européens les plus dangereux et les plus réguliers. Ouais, moi D'accord. je te rejoins, Pierre-Marie. Quelqu'un tout à l'heure a dit on voit le scénario 6 points lors du Belgique et Angleterre. Je suis pas convaincu. Je pense que c'est surtout les deux Européens les moins réguliers. Donc il y a fort à parier pour qu'il n'y ait pas 6 points lors du Belgique-Angleterre du dernier match. D'accord, bah justement, toi tu penses à ça et tu penses que du coup, parce que je sais que tu suis un peu plus les équipes centra-américaines, du coup j'imagine que tu dis ça en pensant au Panama, le Panama donc qui, contrairement à ce que dit ce fameux quotidien parisien qui s'appelle Le Parisien et qui pense que le Panama est une surprise au regard du travail effectué ces dernières années et de ces dernières compétitions, la présence du Panama est tout sauf une surprise à ce mondial. Il n'en reste que c'est leur premier mondial, qu'il y aura peut-être un défaut d'expérience et que évidemment c'est pas forcément le favori de ce groupe. Mais quelle est la carte à jouer sur quoi le Panama peut jouer pour s'en sortir, selon vous? Le Panama peut s'en sortir s'il arrive un petit peu à l'image du Pérou, mais un cran au-dessus, à gérer ses émotions. Même s'ils ont montré des choses lors de la Copa Centenario qui laissent penser qu'ils sont capables de gérer des émotions. Alors tout le monde va me dire, ouais, ils en ont quand même pris 5 face à l'Argentine. Oui, enfin, ils en prennent surtout 3 d'un Messi qui est intouchable ce jour-là. Ils ont tenu tête au Chili. Ils ont regardé le Chili droit dans les yeux pendant cette Copa América. Le match était l'un des plus beaux matchs de la Copa América d'ailleurs. Là, je parle de la Copa Centenario. Et on parlait tout à l'heure pour l'Iran, pour le Maroc. Voilà, on se répète, hein, mais le Panama, c'est un travail qui a été entamé depuis Deli Valdés, depuis 2010. Voilà, le Panama, c'est une équipe qui, sur les 4 dernières Gold Cup, fait au pire finit dans le top 3 de 3 des 4 dernières Gold Cup, qui se fait voler la Gold Cup 2015 en demi-finale face au Mexique. Mais quand je dis voler, je pèse mes mots, ils se font voler. Voilà, c'est une nation qui ne fait que travailler dans le bon sens. Il y a eu une première étape avec Deli Valdés où ils ont posé, on va dire, il a mis en place comment dirais-je, donner confiance aux joueurs. Et la deuxième, ça a été apporter du jeu avec un sélectionneur, Boyo Gomez, qui lui est affûté aux phases finales. C'est sa 3e, hein, il égale le record d'Henri Michel. Il l'a fait avec la Colombie en 98 et l'Équateur en 2002. Et Pierre Ouais, pourra parler de Boyo je Gomez. pourrais te C'est dire une un école peu de Bolilo Gomez après, Nico. Je te Ouais, complète. pour ça, je vais te lancer là-dessus parce que Boyo Gomez, c'est quand même une école très particulière en Colombie en termes d'entraîneur. Et ça se retrouve dans les principes de jeu de Panama. Vas-y, Pierre, pour Boyo Gomez. Ouais, alors pour ceux qui connaissent pas sur le Bolilo Gomez, c'est pardon, c'est là où je suis pas d'accord avec toi, où je nuancerais plus que pas être d'accord sur le manque d'expérience. Bolilo Gomez, c'est même sa quatrième Coupe du Monde, puisqu'il était l'assistant de Maturana. Maturana
sélectionneur colombien historique du début des années 90, il était son assistant. Je me demande même. Alors, ça a un peu coupé, mais je dis en succinctement ce que tu étais en train de dire. Tu parlais donc de Pacho Maturana, qui est un sélectionneur, légendaire de la Colombie des années 90. Exactement, c'est celui qui a emmené la Colombie entre 90 et 94. Donc voilà, Bolillo Gomez, c'est cette école-là. Et donc il a du vécu, il a donc la volonté, c'est le football romantique. J'en parlais avec l'entraîneur de Tigres mardi, qui est aussi de cette école-là. Et donc il y a la volonté de jouer au football. Et donc c'est là où je nuancerais, c'est que Bolillo, il a quand même une expérience des Coupes du Monde, que ça soit quand ça se passe bien ou quand ça se passe moins bien, comme en 94. Donc voilà, au niveau des émotions, il sait comment gérer ça. Ah mais c'est clairement ce que je disais, hein. C'était le facteur qui ferait la différence. Je parlais pour les joueurs, il va falloir comment ils gèrent, et je disais justement que Bolillo Gomez était l'homme qui allait pouvoir leur apporter ça. Mais après, ils sont quand même dans un groupe hyper violent. Juste pour corriger Greg, qui disait que Belgique et Angleterre sont pas réguliers. La Belgique, elle a gagné 9 de ses 10 matchs quand même sur les qualifs. Elle a peut-être. Elle a tourné à 4 buts de moyenne. L'Angleterre, elle a fini invaincue sa phase de qualif aussi. Il fait un quart de finale de Coupe du Monde 2014 où elle est pas loin d'aller en demi-finale. Hein. Après, la Belgique, faut la Belgique va être extrêmement compliquée à jouer cette année. La Belgique va être super compliquée à jouer. Je suis désolé, à mon avis, la Belgique va être plus compliquée à jouer que l'Angleterre pour le coup. Mais tu peux pas dire qu'elles sont pas régulières. Attends, ils ont fait des campagnes de qualif au niveau de l'Espagne. Si tu juges que la campagne de qualif, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je prends en compte les 2 derniers tournois, et sur les 2 derniers tournois, tu peux pas omettre le fait que l'Angleterre, par exemple, ne soit pas régulier. La Belgique se fait ça. Un dernier mot sur la Belgique. Un dernier mot parce que, eu égard à Monsieur Rodolphe et sa Suède, nous ne sommes pas là pour traiter de la Belgique, donc nous n'allons pas nous attarder sur la Belgique. Un dernier mot, néanmoins, puisqu'on était lancé dessus. Non, mais moi je voulais simplement dire que sur les grands tournois, voilà, la Belgique fait quart finale et se sortir par Messi en 2014. En 2016, elle est éliminée par un Pays de Galles, voilà, qui est loin d'être le favori du match. C'est simplement parce que voilà, il n'y a pas de fond de jeu. Là, je pense qu'il y en aura un, puisque c'est Martinez le sélectionneur, donc il y en aura peut-être. Il y aura peut-être plus de jeux qu'en 2016. Dans ce qui concerne l'Angleterre, voilà, sur les derniers grands tournois, 2014, ils sont éliminés notamment par le Costa Rica et l'Uruguay, et 2016, ils sont éliminés par l'Islande. Donc, je me dis que pour les 2 petits de ce groupe, c'est pas non plus impossible à jouer, quoi. D'accord, donc du positif pour Greg, qui pense que ces 2 ogres belges et anglais ne sont pas aussi grands qu'on peut le penser pour Tunisie, Panama, quand Pierre-Marie, spécialiste Afrique, pense que ça va être quand même compliqué, mais que la Tunisie a une carte à jouer rien que par son collectif, son projet, et à l'image du Panama, comme on l'a dit aussi, il y a Nicolas et Greg, qui a aussi un projet de longue date et qui peut miser énormément sur son collectif. Et sur son sélectionneur. Et sur son sélectionneur, tout à fait, à défaut peut-être d'un déficit de talent par rapport à la Belgique et à l'Angleterre. Messieurs, on va avancer, on va terminer par ce groupe H, le dernier groupe de cette Coupe du Monde, celui de la Pologne, de la Colombie, Pierre, ça va être pour toi, du Sénégal et du Japon. Eh bien, Pierre, la Colombie, qu'est-ce qu'on pense en Colombie? Tu ne le sais peut-être pas encore, mais qu'est-ce que toi tu penses de ce tirage pour la Colombie? Et alors, moi, ce que j'en pense là, c'est que c'est quand même par rapport à ce que pouvait prendre la Colombie, c'est pas le pire, quoi. Ils ont évité un gros d'entrée. Donc voilà, ça c'est le premier point. Ah, Pierre, ça a coupé très brutalement. Petit problème de micro. Voilà. Donc le premier point, c'est qu'évidemment, effectivement, la Colombie n'a pas pris un mastodonte d'entrée comme pouvait être l'Allemagne ou la France, par exemple. Et le second point, c'est que, comme l'a dit le sélectionneur Pekerman, c'est que ce groupe est très très ouvert avec un niveau similaire pour les 4 équipes. Alors j'ai vu passer vite fait l'AS Monaco est content puisque ils vont avoir le droit à un affrontement entre Glick et Falcao.
les deux joueurs de l'AS Monaco. On va retrouver un petit affrontement entre James et Lewandowski aussi, qui sont deux joueurs clés pour leur sélection et qui jouent au Bayern de Munich. Donc voilà, c'est un groupe qui est quand même très 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 ouvert et ça va pas falloir louper son entrée, quoi. Ça c'est une certitude. Après, Vas-y. ouais, vas-y, si tu as une question. Non, j'allais Ok. enchaîner. Mais, Donc Pekerman, en fait, Pekerman a aussi dit, et ça, ils sont plutôt bien tombés là-dessus, la Colombie, c'est que les 3 matchs sont dans des villes assez proches, je veux dire, à l'échelle de la Russie. C'est qu'ils commencent face au Japon, à Saransk, et après, ils vont jouer la Pologne à Kazan, et le dernier match contre le Sénégal à Samara. Et en fait, les 3 villes, ça forme un triangle qu'on pourrait presque qualifier, si mes cours de mathématiques lointains sont toujours d'actualité, un triangle équilatéral. Ça veut dire qu'à l'échelle de la Russie, les 3 villes sont proches. la vache, c'est mathématique, là. Ouais, les 3 villes sont proches, c'est-à-dire à 1h30 de vol, ce qui est plutôt pas mal à l'échelle de la Russie. C'est vrai. Voilà. Donc Pekerman a annoncé, d'ailleurs on en parlait, il y avait des doutes sur le camp de base de la Russie. Il y a de fortes chances, ils vont arrêter la décision bientôt, mais a priori le camp de base de la Russie sera à Kazan. Du coup, ça Pekerman l'a confirmé quand il a parlé aux médias colombiens. Donc voilà, il n'était pas spécialement ravi et il a dit que le groupe était ouvert. Voilà, il connaissait bien le Sénégal, hein. Il a parlé de Sadio Mané, de Koulibaly, le défenseur de Naples qui ne devrait pas jouer la Coupe du Monde avec la France, n'en déplaise à Didier Deschamps. Donc il a identifié les points forts de chaque équipe. Donc ouais, franchement, la Colombie, le premier match face au Japon sera vraiment à mon sens crucial. Japon comme il y a 4 ans, et à voir dans quel état arriveront Kagawa, Honda pour le Japon, à voir quel Japon on aura. Et ouais, faudra vraiment pas se louper pour la Colombie sur ce match-là parce que après tu seras Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Je t'arrête, mon Pierre, parce que je te connais et tu es capable d'enchaîner sur tes propres propos, presque en un défi immense. Oui, c'est pas je te connais, c'est pas parce que tu dis des bêtises, hein, c'est toujours très intéressant, mais je sais que tu es capable de te trouver des propres questions et des propres et du coup faire tes réponses. Tu es très fort. C'est mon côté schizophrène. Voilà. Colombie. C'est surtout ton côté marseillais. Voilà, attendez, on va pas rentrer là-dedans. Mais on va partir, par contre, du coup, on va aller du côté de Pierre-Marie, parce que une autre équipe que l'on n'a pas vue et qui parle énormément à la France, que l'on n'a pas vue depuis longtemps, depuis 2002, au Coupe du Monde, c'est le Sénégal. Alors, si la Pologne et la Colombie font office de favoris dans ce groupe, Sénégal et le Japon peuvent paraître un cran derrière. Qu'est-ce que tu en penses, Pierre-Marie? Oui, je suis d'accord avec toi, même si sur le papier, quand même, cette équipe du Sénégal risque d'impressionner et peut-être même sur le papier être supérieure, par exemple, à une équipe comme la Pologne. Après, c'est quelque part un petit peu dommage parce que je pense que c'est l'équipe africaine qui est la moins en place, la moins prête, qui se retrouve dans le groupe le plus abordable. Donc c'est un petit peu con, mais sinon oui, moi je suis pas tellement rassuré pour ce Sénégal. Déjà ils se sont qualifiés extrêmement ric-rac. Ils ont rejoué un match contre l'Afrique du Sud à la veille de la dernière journée, alors que c'était un match de la première journée. Ils n'ont pas réussi à abattre le Burkina Faso, qui était l'adversaire le plus coté du groupe. Aliou Cissé, qui est le coach et qui d'ailleurs était le capitaine contre la France en 2002, est sélectionneur depuis maintenant 3 ans avec ses Lions de la Teranga. Et au bout de 3 ans, malheureusement, on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas un style de jeu qui est propre. On a l'impression que chaque nouvelle liste est pleine de surprises, avec des nouveaux joueurs, avec des nouveaux binationaux. Enfin, c'est un peu l'usine à gaz et il leur reste plus que 3 matchs amicaux puisque la CAF a décidé de reporter les matchs de qualification pour la prochaine CAN pour les équipes qui sont qualifiées au mondial et de les transformer en matchs amicaux. Donc, il leur reste quand même 6 mois pour essayer de se préparer au mieux, mais je suis quand même pas très rassuré pour cette équipe du Sénégal. Pierre parlait des retrouvailles entre Monaco enfin des retrouvailles entre Glick et Falcao. Il y aura aussi les retrouvailles entre Glick et Keita Baldé.
puisque ce sera d'ailleurs en plus le premier match pour le Sénégal. Voilà, moi je suis pas tellement confiant pour cette équipe sénégalaise. Ils ont leur dernier match contre la Colombie. S'ils sont encore en position de se qualifier, bon, peut-être que sur un match ça pourra le faire, mais sinon je pense qu'ils sont quand même un cran en dessous, malgré leur effectif, malgré Sadio Mané, malgré une pléiade de joueurs qui sont très talentueux, mais malheureusement c'est plus des individualités qu'une équipe du côté du Sénégal, et pour une Coupe du Monde, je pense pas que ce sera suffisant. Pierre-Marie, Sadio Mané, c'est vraiment l'homme le plus important au Sénégal, l'homme de la sélection. Je pense que t'enlèves Sadio Mané du Sénégal, il y a plus rien. Offensivement, il y a plus rien. C'est vraiment le créateur, c'est l'électron libre. D'ailleurs, il a les clés du camion, quoi. Clairement, Aliou Cissé lui donne carte blanche. Mais son problème, c'est que Sadio Mané, il est sénégalais, né au Sénégal, grandi au Sénégal, formé au Sénégal. C'est la star de ce pays, probablement qu'il sera élu meilleur joueur du continent. Ça va se jouer entre lui et Mohamed Salah. Mais bon, dans tous les cas, il est quand même en pole position pour être élu le meilleur joueur de l'année en Afrique. Sincèrement, sans Sadio Mané, cette sélection, elle ferait rien, quoi. C'est le détonateur, c'est le pion essentiel, mais son problème, c'est qu'il est très irrégulier. On a parlé tout à l'heure de Harry Kane ou de Eden Hazard, qui sont censés porter leur équipe, mais qui ne le font pas à chaque match. Et Sadio Mané, c'est un peu ça. Alors peut-être que sur un match, il va éblouir tout le monde et mettre un triplé. Le match d'après, il va être complètement transparent. Voilà, ça fait partie des problèmes. Ça fait partie justement de ces critiques et de cette absence de fond de jeu côté sénégalais, parce que clairement, vous enlevez un joueur et tout est dépeuplé. Très bien, d'accord. Et on va terminer par cette dernière équipe qui fait partie également du giron lucarne opposé. C'est bien sûr le Japon de Coach Vaïd. Nicolas, est-ce que le Japon a un petit peu plus de stabilité que les autres équipes asiatiques, puisque Coach Vaïd a lancé le projet, est dans le projet depuis un moment. Les résultats sont pas forcément au top. Il y a encore quelques petites irrégularités. Mais enfin, il y a un peu plus d'homogénéité, en tout cas. Il y a plus de longévité, on va dire. Ouais. Voilà, après, c'est ça. Baptiste, Il y a encore un peu de mal à créer un collectif. Oui, mais Baptiste, je sais que Baptiste en parlerait mieux, mais il n'est je sais. Non, là. Mais je sais aussi que Coach Vaïd est pas forcément, comment dirais-je, au mieux de sa carrière japonaise. Il est très discuté quand même. Coach Vaïd, il fait des choix qui font pas forcément l'unanimité. Le Japon s'est qualifié. Ils n'ont pas eu besoin de briller en fait pour se qualifier. Ils ont fait le taf. Mais ils n'ont pas. J'ai vu quelques matchs du Japon, pas assez pour tirer de vraies conclusions là-dessus. Mais sur ce que j'ai vu, voilà, c'est ce que je te dis. Ils ont fait le travail. Ils m'ont beaucoup moins donné de certitude sur les quelques matchs que j'ai vus que l'Iran peut m'en avoir donné de l'autre côté. Donc, voilà, donc c'est assez difficile de voir où placer le Japon dans ce groupe-là. Le groupe est extrêmement ouvert, mine de rien. Oui, ce groupe-là est à mettre la Colombie un cran devant. J'ai tendance à mettre la Colombie un cran au-dessus. Mais voilà, c'est un peu une la palissade, mais ça va vraiment, ce groupe-là va se jouer à vraiment sur un détail par rapport à certains groupes. On arrive à détacher 2 voire 3 équipes. Là, c'est très compliqué. D'accord. Ouais, j'ai oublié de le préciser, mais comme on l'a dit tout au long du podcast, Pologne, équipe de l'Est, où est-ce qu'on va? On va voir ça où? Football-ski. Football-ski, bien entendu, football-ski, tout à fait. Et d'accord pour le Japon, donc qui est peut-être un cran encore derrière, mais comme tu le dis, qui a fait le taf. Au final, c'est cette équipe qui du coup est la plus mystérieuse, j'ai envie de dire, parce qu'elle est pas comment dire, elle est pas à la peine, mais elle a pas encore montré d'énormes certitudes. Enfin, on sait pas trop quoi penser de ce Japon au final. Exactement ça. On ne sait pas trop comment. On attend de l'avoir. On attend d'en l'avoir. Je vais pas dire face à de vrais adversaires parce que c'est clairement pas le terme qu'on emploiera sur Hello. Mais on attend de la voir obligée de vraiment hausser son niveau de jeu. On ne sait pas de quoi elle est capable concrètement. C'est ça, exactement ça. J'ai la même sensation des matchs que j'ai vus. Vas-y. J'aimerais bien savoir aussi comment cette équipe se comporte un peu comme la Corée du Sud, comme quand elle est loin de ses bases, quand elle est amenée à jouer en Europe. Je dis ça parce qu'il y a 4 ans, la Colombie l'a joué en Amérique du Sud au Brésil lors de la Coupe du Monde et ils avaient pris cher, ils avaient pris 4-1. Donc, je sais pas trop comment elle se comporte lorsqu'elle est à l'extérieur, cette équipe, mais j'aimerais bien, voilà, si vous pouviez m'aider là-dessus, comme je les ai jamais vus jouer
vraiment hors de leur base, nos amis japonais? Bah, après, c'est compliqué à dire, hors de leur base, donc c'est forcément sur des grandes compétitions. Donc, tu vois, il faut Hors juste de leur regarder. base, c'était le Brésil quasiment. Donc, Mais voilà, là, ils ont joué le Brésil en amical, voilà, ils ont vu, mais c'est le Brésil. Ouais. mais c'est pas- attends, le Brésil-Japon était très intéressant parce que c'est le Brésil, donc il y a eu 3-1, si je ne m'abuse. Ouais. Le Brésil a déroulé comme ils savent le faire en ce moment, mais le Japon n'a pas démérité, hein. Le Japon, on s'est pas laissé faire, a réussi à construire des actions, à jouer, n'a pas refusé le jeu. Ouais, mais a le marqué Brésil était un- très permissif sur Ah ce bah, match. Brésil, ils étaient. Peut-être que le Brésil était un peu lâche derrière, mais ils ont eu, au moins le Japon a eu l'audace d'en profiter, de ne pas avoir peur. Voilà. Non, mais quand je dis hors de leur base, c'est aussi comment ils se comportent en Coupe d'Asie, comment ils se comportent, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'extérieur dans. J'avoue que j'ai pas regardé les qualifs de la zone Asie, mais Ils ont pas eu de vrais soucis sur les qualifs de la zone Asie. Très, très franchement, ils ont pas eu à forcer. Vraiment, ils ont vraiment pas eu à forcer. Ils ont fait le travail qu'ils devaient faire. Ils ont démonté la Thaïlande. Enfin, là, c'était au Japon. On va dire que le Japon avait besoin d'avoir 13 sur 20 pour être qualifié au mondial, et ils ont eu 13 sur 20. Voilà. C'est ni bien, Ouais, c'est ça. c'est ni moyen. C'est ce qu'il fallait, c'est ni génial, c'est 13 sur 20. C'est ça, ils ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire qu'ils se qualifient. On attend plus d'eux parce que on sait que traditionnellement le Japon possède un réservoir de joueurs et possède voilà de quoi en montrer jusqu'ici. Mais après il y a pas de vraie critique à faire. Il y a toujours des joueurs hyper intéressants au Japon. Voilà, je pense à Kubo, l'attaquant qui joue en Belgique, je crois. Moi, je suis fan d'Okazaki, même s'il est plutôt sur la fin. Mais voilà, il y a des jeunes qui ont 23-24 ans. Je disais Kubo, il y a Asano aussi qui est hyper intéressant. il y a Sakai aussi qu'on connaît bien en France. Bien en France. On va juste rappeler que c'est un club japonais qui vient de gagner la Ligue des champions asiatiques. Urawa, Red Diamond. Donc il y a aussi cela, ça faisait un moment, hein, ça faisait 9 ans, c'était Gamba le dernier en 2008, donc ça fait 9 ans. Il y a des résultats qui sont là. Après, je sais pas, je pense qu'on est extrêmement exigeant vers le Japon parce que bien jouer, c'est capable de vraiment bien jouer. On sait qu'ils ont des joueurs, magnifiques, et donc on attend mieux. Mais après, on connaît les équipes de Vaïd aussi, hein, c'est jamais full spectacle. Très bien, et bien, on va terminer sur rapidement. Pierre-Marie, tu voulais rappeler un dernier point et on va terminer là-dessus à propos du Sénégal. Oui, j'ai oublié d'en parler. C'est vrai que j'ai parlé des primes pour le Nigeria pour dire qu'ils avaient, en tout cas, ils ont essayé de faire au maximum pour qu'aucune crise ne puisse apparaître au moment de la Coupe du Monde. Côté sénégalais, par contre, je sais pas pourquoi, mais je miserais peut-être une petite pièce sur une crise de leur côté. Juste après leur qualification, il y a les joueurs qui sont allés à la présidence, donc face au chef d'État pour demander leur prime. Ils demandaient des passeports diplomatiques, des terrains, etc. Alors qu'on est encore loin de la Coupe du Monde, que leur qualification s'est fait un petit peu ric-rac. Donc voilà, pour dire que sincèrement, moi je miserais pas beaucoup sur cette équipe sénégalaise. D'ailleurs, il y a une comparaison, il y a quelque chose de très intéressant que vous avez dit sur le Japon. C'est vrai que le Japon s'est qualifié ric-rac, quoi. Disons qu'il fallait un 13, comme tu as dit Simon, ils ont eu 13. Ben, le Sénégal, c'est la même chose, quoi. Peut-être qu'il fallait un 11. Ils sont passés avec un 11 parce que vraiment, c'était pas trop fameux. Voilà, du coup, c'était juste pour dire quand même que sincèrement, je les sens pas trop, ces Sénégalais. Je sens bien le début en eau de boudin, une petite crise et puis ça repart. Et je viens de voir passer ça et ça peut avoir son effet pour les pays arabes, notamment les joueurs arabes. Le Ramadan va se terminer le 14 juin, donc à savoir quelques jours du début du mondial, pas forcément optimal pour préparer la Coupe du Monde, pour notamment je pense à la Tunisie, au Maroc, à l'Arabie Saoudite ou à l'Iran. Au Sénégal. Et à l'Égypte. Et le Sénégal aussi, oui, tout à fait. Très bien, oui, c'est vrai que c'est un détail qui n'est pas négligé, mais franchement, le coût des primes pour le Sénégal, c'est un peu cliché, hein, il pourrait se renouveler. Hein, le coût de l'équipe africaine et la crise des primes, on a déjà vu. Hein. Franchement, c'est du déjà vu. Hein. Ouais, c'est traditionnel. C'est devenu messieurs, on a fait le tour de ces 8 groupes. On a été suivi en live, là il y a encore 10 vétérans, 10 braves de ce live qui nous suivent, donc on va remercier ces 10 spectateurs qui nous auront suivis jusqu'au bout sur ce tirage qu'on a fait en live, puis ce décryptage du tirage. On va remercier bien entendu les autres personnes qui sont venues
nous suivre. Et on a été presque 40 à un moment, on s'est imaginé, on a presque rempli une petite salle de théâtre, allez, on va dire. Moi, ça me va très bien, je m'en contente très bien. C'est l'aventure Lucarne opposée. On avance avec nos fidèles. Je sais pas si tu es d'accord, Nicolas, qui est le rédacteur en chef et créateur de Lucarne opposée. Je suis complètement d'accord. Et donc voilà. Donc merci à tous, chers fidèles, de nous avoir suivis en live. Merci à tous ceux qui sont partis, qui étaient en live. On a eu, je vais pas les citer parce que j'ai peur d'en oublier, mais à tous nos chroniqueurs, tous nos rédacteurs qui ont été en live avec nous. Merci à ceux qui restent. Là, je vois qu'il donc Pierre qui termine avec nous, Grégory et Pierre-Marie Gosselin, et bien sûr Nicolas. Merci les gars. Bah écoute, Merci merci à toi Simon. Et donc, Merci. je vous invite, chères auditrices, chers auditeurs, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous interpeller, à partager nos podcasts, à partager nos articles et bien sûr à vous ruer sur le site Lucarne opposée pour acheter notre premier magazine. Il y en aura d'autres et avec plein de belles choses dedans. Merci à tous, vraiment merci du fond du cœur, c'est une super expérience que ce live. On va terminer là-dessus et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon votre fuseau horaire et bien au revoir à tous. Allez, ciao.